En octobre 2022, en République dominicaine, sur une plage isolée, un petit groupe de plongeurs et de techniciens prépare une plongée qui doit entrer dans l'histoire. Parmi eux, une jeune femme attire tous les regards, Audrey Mestre, qui a 28 ans et qui est une Française, apnésiste, l'une des meilleures au monde. Elle n'a qu'un seul objectif ce jour-là, descendre à 161 mètres de profondeur, en apnée, sans bouteille et remonter vivante. Ce serait un record mondial, une performance hors du commun. L'ambiance est étrange. D'un côté, il y a l'excitation, les caméras, l'attente d'un exploit. De l'autre, un silence lourd. Parce que tout le monde sait qu'Audrey va tenter et est au bord de l'impossible. À cette profondeur, l'être humain ne devrait même pas survivre. Les poumons se compressent à la taille d'une balle de tennis. Le cœur ralentit, le sang se concentre dans le cerveau. À plus de 150 mètres, il n'y a plus de lumière, plus de couleur, seulement une obscurité écrasante. Audrey, pourtant, est calme. Elle s'est entraînée des années pour ça. Elle est née à Paris, mais a grandi près de la mer. Elle a toujours eu ce lien particulier avec l'eau, ce sentiment de liberté quand elle plonge. Avec son ami, Francisco, qui est une légende controversée de l'apnée, elle a fait de cette passion une obsession. Ensemble, ils ont conçu ce projet fou, descendre à une profondeur jamais atteinte pour une femme. Les journalistes sont là, les photographes aussi. On a annoncé l'exploit de la presse. C'est censé être une journée historique, mais dans le regard de certains membres de l'équipe, on sent une inquiétude. La logistique n'est pas parfaite. Certains détails ne sont pas clairs. Pourtant, personne n'ose vraiment dire stop. La machine est lancée. Audrey s'avance vers la mer, déterminée, prête à entrer dans l'histoire. Un câble vertical a été installé depuis la surface jusqu'au fond, à 171 mètres. Sur ce câble coulisse une lourde luge métallique, un engin rudimentaire qui doit emmener Audrey vers le fond à une vitesse vertigineuse. En apnée, nos limites. C'est comme ça. On descend en étant tiré par une luge, puis on remonte grâce à un ballon gonflé d'air. Simple en apparence, mais chaque détail doit fonctionner parfaitement. À cette profondeur, aucune erreur n'est pas pardonnée. Audrey prend une dernière inspiration. Une inspiration immense, qui doit remplir ses poumons d'oxygène pour toute la plongée. Puis, elle s'allonge sur la luge. Le signal est donné. Le câble tremble et soudain, la luge file vers les profondeurs. Elle disparaît sous les yeux des plongeurs restés à la surface. Le chrono démarre. En quelques secondes, Audrey passe les 50 mètres, puis les 100. Les premiers mètres défilent à une vitesse impressionnante. Son corps s'alourdit, ses poumons se compriment, mais son esprit est entraîné pour rester calme. Les images montrent la luge glissant sur le bleu sombre, avalée par l'océan. Le silence est total, seulement troublé par le bruit sourd de l'eau qui siffle contre la luge. À la surface, l'équipe suit la descente grâce aux instruments. Les regards sont fixés sur le cadran, le souffle suspendu. Ils savent que dans moins de 2 minutes, Audrey sera à la profondeur la plus extrême jamais atteinte par une femme. Là où les personnes ne sont pas censées vivre. Tout repose sur un système fragile. Un ballon, un câble et quelques plongeurs prêts à intervenir. Le chrono indique qu'Audrey approche les 171 mètres. Le monde retient son souffle. La suite va décider si ce jour restera comme un triomphe ou comme une tragédie. La luge ralentit enfin et s'arrête brutalement au point le plus bas, 171 mètres sous la surface. Un chiffre inimaginable que la plupart des humains, mais qui ne dure qu'un instant pour Audrey. À cette profondeur, il n'y a plus de bleu, seulement du noir, total et oppressant. La lampe, fixée sur la luge, éclaire un cercle étroit, révélant un câble métallique qui s'efforce dans le néant. Le plan est simple. Dès que la luge touche le fond, Audrey doit tirer sur une poignée qui libère le ballon de remonter. Un ballon gonflé d'air, comprimé, censé la propulser à toute vitesse vers la surface. Sur ce geste, d'une simplicité extrême, qui sépare la gloire de la mort. Audrey, concentrée, tend la main. Mais quelque chose cloche. La poignée résiste. Elle force, rien. Le ballon ne se libère pas. Le système semble bloqué. Le temps s'étire, les secondes deviennent des pièges. Dans le silence absolu, Audrey est seule, prisonnière à 171 mètres de profondeur. À la surface, l'équipe s'impatiente. Le câble tremble à peine, mais aucun signe de remontée. Le chrono tourne, 1 minute, puis 2. Ceux qui la connaissent comprennent que la plongée a immédiatement quelque chose qui ne va pas. Une ombre de panique se répand. Mais là-dessous, il n'y a pas de radio, pas de voix, pas d'appel possible.
Audrey est piégée et personne ne peut l'aider. Sous l'eau, Audrey continue à lutter avec la poignée. Ses mains glissent, ses poumons brûlent, le manque d'air commence déjà à se faire sentir. Elle n'a plus que quelques secondes de lucidité avant que le dioxyde de carbone n'envahisse son corps. Ses yeux cherchent un repère, une lumière, une LED. Mais il n'y a rien, seulement l'immense pression de l'océan et ce maudit ballon qui refuse de s'ouvrir. Pendant ce temps, à la surface, la tension devient insoutenable. Normalement, Audrey aurait déjà dû réapparaître, portée par la vitesse fulgurante du ballon. Mais la mer reste calme, vide. On scrute la surface, on attend une gerbe de bulles, une ombre, un signe, rien. Un silence lourd s'installe autour du bateau. Les plongeurs de sécurité commencent à se préparer. Ils savent que chaque seconde compte, mais ils savent aussi qu'ils ne sont pas équipés pour descendre si bas. Personne ne peut atteindre 171 mètres de profondeur si rapidement. À cette profondeur, Audrey est livrée à elle-même. Et pendant que les regards s'échangent, une peur glaciale traverse l'équipage. Audrey est là, au fond, seule face à l'ennemi invisible, le temps. Le bateau est en ébullition. Les chronos affichent déjà bien trop longtemps pour une plongée no limite. Audrey aurait dû réapparaître depuis longtemps. Les regards deviennent fiévreux, les voix se pressent, mais sous cette tension, il y a un problème plus grave. L'organisation des secours est chaotique. Normalement, dans une plongée de ce type, plusieurs plongeurs de sécurité attendent à différentes profondeurs, prêts à intervenir. Ce jour-là, ils sont trop peu nombreux, mal répartis, et certains n'ont même pas d'expérience nécessaire pour défendre spontanément. Personne n'est prêt pour une panne à 172 mètres de profondeur. Un plongeur de sécurité s'élance. Il descend, vite, mais il sait qu'il n'atteindra jamais Audrey. Son matériel n'est pas conçu pour ces profondeurs. Les autres hésitent, certains attendent des ordres, on perd des précieuses minutes dans la confusion. Sous l'eau, Audrey est toujours coincée. Elle a tenté encore et encore de tirer la poignée, mais le ballon est resté immobile. Ses poumons sont vides, son corps lutte, peu à peu, ses gestes ralentissent, la panique se transforme en une étrange torpeur. Son cerveau, privé d'oxygène, commence à s'éteindre. Chaque seconde est désormais un compte à rebours vers la tragédie. Enfin, après de longues minutes, un plongeur parvient à rejoindre Audrey. Mais il est déjà trop tard. Elle est inerte, son corps flottant à côté de la luge, ses yeux grands ouverts dans le vide. Le ballon, lui, n'a jamais été déclenché. Avec des gestes précipités, le plongeur tente de la ramener. Il s'accroche à elle, la hisse, mais la remontée est lente, laborieuse. Il faut gérer la profondeur, la décompression et surtout sa propre suivi. La panique gronde au bateau, les secondes se changent en éternité. Lorsqu'Audrey est enfin tirée vers la surface, plus de 8 longues minutes se sont écoulées depuis le début de sa descente. 8 minutes sans air, dans l'obscurité totale. On la hisse sur le pont, on tente tout pour la réanimer. Massage cardiaque, oxygène, cris désespérés. Mais rien n'y fait, son cœur ne repartira jamais. Le rêve de record s'est transformé en cauchemar. Ce qui devrait être une journée historique devient l'un des drames les plus marquants de l'histoire de la plongée en apnée. En Afrique du Sud, au début des années 90, au milieu des montagnes de la province de Northern Cape, ils existent un endroit mystérieux, redouté par les plongeurs, le Bosmangat, ou Bushman Hole, un gouffre rempli d'eau douce, l'un des plus profonds du monde, atteignant plus de 280 mètres de profondeur. Un trou béant au milieu d'une plateau désertique. De l'extérieur, il ressemble à un simple étang, mais sous la surface se cache une cathédrale d'eau sombre, gigantesque, où la lumière disparaît après seulement quelques mètres. C'est ici qu'un jeune plongeur sud-africain, Eben Leyden, a décidé de repousser ses limites. Passionné par l'exploration, obsédé par les records, il veut descendre plus bas que la plupart de ses pairs n'ont jamais osé. Pour lui, cette grotte représente un défi, presque une obsession. Ce matin-là, l'eau est calme, le ciel dégagé. Eben enfile sa combinaison, prépare ses bouteilles. Autour de lui, quelques amis plongeurs expérimentés l'aident. Mais l'ambiance est tendue. Tout le monde sait que le Bosmangat est un piège. De nombreux plongeurs y ont trouvé la mort, séduits par son silence et engloutis par son immensité. Eben ne tremble pas. Il ajuste son masque, vérifie ses détendeurs et il se laisse glisser dans l'eau sombre. Très vite, les bulles disparaissent dans le silence. La surface s'éloigne. Les premiers mètres sont paisibles, presque apaisants.
Mais plus il descend, plus la lumière se fait rare. L'eau se teint en bleu profond, puis du noir. Chaque mètre avale un peu plus d'air, un peu plus de sécurité. Et Ben continue, attiré vers l'inconnu. À une centaine de mètres de profondeur, Ben sent déjà le poids de l'eau. Ses bouteilles sont lourdes, ses muscles sont tendus. Mais il garde son cap. La paroi rocheuse disparaît, laissant place à une immensité d'obscurité. C'est comme plonger dans un puits sans fond. Le vaisseau de sa lampe balade le vide, révélant de minuscules particules flottantes comme une poussière d'étoiles dans la nuit. Le silence est total. Son souffle résonne comme son casque amplifiant chaque seconde qui passe. C'est à la fois fascinant et terrifiant. Mais au loin, une forme apparaît. L'entrée d'une galerie latérale. Un tunnel noyé qui s'enfonce dans la roche. Et Ben s'en approche, attiré par la promesse de l'exploration. Mais il sait qu'il prend un risque immense. Ces galeries sont de véritables labyrinthes. Beaucoup de plongeurs s'y sont perdus, incapables de retrouver le câble de sécurité. Pourtant, l'appel est irrésistible. Il pénètre dans la cavité, l'espace se rétrécit, la roche se resserre autour de lui. Sa lampe éclaire un passage étroit, suffisant juste pour que son cœur et son bouteille passent. L'air se fait de plus en plus lourd, la pression plus écrasante. Et au fond de ce boyau, Ben comprend qu'il est peut-être trop engagé. Derrière lui, l'entrée a disparu dans l'ombre. Devant le passage, continue, mais la sortie n'est plus aussi évidente. À mesure qu'Eben progresse dans le tunnel, un malaise s'installe. La galerie est de plus en plus étroite qu'il ne l'imaginait. Sa lampe éclaire des parois rugueuses couvertes de sédiments. À chaque mouvement, de fines particules se soulèvent et troublent l'eau. Rapidement, la visibilité chute. Le faisceau lumineux se heurte à un nuage opaque. C'est comme plonger dans du brouillard. Ben respire plus vite. Son souffle, d'abord régulier, devient précipité. Le temps s'accélère, il se retourne, tente de retrouver l'entrée. Mais, derrière lui, ce n'est plus qu'un mur de particules impénétrable. Plus aucun repère. Le fil d'Ariane, ce câble de sécurité qui aurait dû le guider, n'est plus dans son champ de vision. Il tend la main, cherche un contact avec la roche, un signe de direction. Mais chaque geste ne fait qu'agiter encore plus de sentiments. Le noir se transforme en voile blanc épais. C'est l'un des cauchemars des profondeurs de grottes, être aveuglé par sa propre présence. Ben s'arrête quelques secondes. Il sait qu'il doit se calmer. Mais son cœur bat à toute vitesse. Son manomètre indique que l'air s'épuise de plus en plus vite qu'il ne devrait. À 120 mètres de profondeur sous terre, dans un boyau étroit, chaque seconde de panique réduit ses chances de survie. Il décide de reculer, de retrouver le chemin inverse, mais chaque tentative semble l'enfoncer davantage. Ses palmes effleurent la paroi, soulèvent encore plus de sédiments. Il ne distingue plus le haut du bas. L'eau trouble a tout avalé. C'est un désordre total. Le souffle d'Eben résonne dans son casque comme un tambour affolé. Inspirez, expirez, inspirez. Mais l'air se raréfie. Le manomètre plonge vers une zone rouge. Il le regarde, incrédule. Le temps file trop vite. Son cerveau, privé d'oxygène, commence à se brouiller. Des idées incohérentes se mélangent. Sortir, rester, tout lâcher. Il heurte brutalement une roche avec son épaule. Un choc qui le ramène vite à la réalité. Ses doigts glissent sur la paroi, cherchent désespérément le câble de sécurité. Rien. Le silence est insoutenable. Puis, soudain, un bruit. Un déclic métallique. C'est son propre dentadeur qui grince, signe que la pression d'air est trop faible. L'angoisse se transforme en terreur pure. Ben comprend que la grotte, immense et mystérieuse, est devenue une prison. Une prison dont il est peut-être la clé. Ben continue de tourner dans le boyau, mais chaque mouvement lui coûte cher. Ses bras sont lourds, ses jambes répondent mal, l'air de sa bouteille s'amenuise à vue d'œil. Chaque inspiration est plus difficile que la précédente. Il se force à garder son calme, mais son cœur ne l'écoute pas. Ses muscles tremblent, sa poitrine se serre. Son faisceau lumineux faiblit, il ne distingue plus que des éclats sur la paroi. Le temple semble se distordre, quelques secondes paraissent durer des minutes. L'eau autour de lui devient son ennemi. Elle l'enveloppe, l'écrase, l'étouffe. À plusieurs reprises, il tente de se stabiliser, de réfléchir.
mais son esprit est embrumé. Il pense à regarder à la surface, à l'air libre, au soleil. Mais cette image s'éloigne comme un mirage. Ici, dans le noir absolu, il ne reste que la roche et le silence. Son corps réclame une remontée immédiate, mais il sait qu'il n'a aucune idée de la direction à prendre. Remonter au hasard serait pire encore. L'énergie qui lui reste s'épuise à chercher une issue qui n'existe peut-être pas. Soudain, un vertige violent le frappe. Son corps se met à flotter de travers comme s'il n'avait plus de haut ni de bas. Sa lampe cogne contre une paroi et s'éteint brusquement. Le noir total l'engloutit. Eben tend les bras dans toutes les directions. Il cherche un contact, un indice, une sortie. Mais ses gestes deviennent désordonnés, frénétiques. Son souffle est désormais incontrôlable. Chaque bouffée d'air est une lutte. Le sifflement de son détendeur se fait régulier. Sinistre rappelle que l'oxygène est presque épuisé. Dans cette confusion, son esprit vacille. Il croit entendre des voix, des échos imaginaires. Ses yeux s'écarquillent, mais il ne voit rien. Les images de ses proches surgissent, comme des éclats de mémoire avant la fin. Son corps s'agite encore quelques secondes, frappant les parois, mais l'énergie s'effondre. Ses mouvements ralentissent, son souffle devient un râle étouffé. Dans l'obscurité absolue du Bossman Ghat, Eben est en train de perdre le combat. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie 2 vidéos par jour sur la plongée. Donc si vous aimez les vidéos d'histoire de plongée, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Merci. En octobre 2022, en République dominicaine, sur une plage isolée, un petit groupe de plongeurs et de techniciens prépare une plongée qui doit entrer dans l'histoire. Parmi eux, une jeune femme attire tous les regards. Audrey Mestre, qui a 28 ans et qui est une Française, apnésiste, l'une des meilleures au monde. Elle n'a qu'un seul objectif ce jour-là, descendre à 161 mètres de profondeur, en apnée, sans bouteille et remonter vivante. Ce serait un record mondial, une performance hors du commun. L'ambiance est étrange. D'un côté, il y a l'excitation, les caméras, l'attente d'un exploit. De l'autre, un silence lourd. Parce que tout le monde sait qu'Audrey va tenter et est au bord de l'impossible. À cette profondeur, l'être humain ne devrait même pas survivre. Les poumons se compressent à la taille d'une balle de tennis. Le cœur ralentit, le sang se concentre dans le cerveau. À plus de 150 mètres, il n'y a plus de lumière, plus de couleur, seulement une obscurité écrasante. Audrey, pourtant, est calme. Elle s'est entraînée des années pour ça. Elle est née à Paris, mais a grandi près de la mer. Elle a toujours eu ce lien particulier avec l'eau, ce sentiment de liberté quand elle plonge. Avec son ami, Francisco, qui est une légende controversée de l'apnée, elle a fait de cette passion une obsession. Ensemble, ils ont conçu ce projet fou, descendre à une profondeur jamais atteinte pour une femme. Les journalistes sont là, les photographes aussi. On a annoncé l'exploit de la presse. C'est censé être une journée historique, mais dans le regard de certains membres de l'équipe, on sent une inquiétude. La logistique n'est pas parfaite. Certains détails ne sont pas clairs. Pourtant, personne n'ose vraiment dire stop. La machine est lancée. Audrey s'avance vers la mer, déterminée, prête à entrer dans l'histoire. Un câble vertical a été installé depuis la surface jusqu'au fond, à 171 mètres. Sur ce câble coulisse une lourde luge métallique, un engin rudimentaire qui doit emmener Audrey vers le fond à une vitesse vertigineuse. En apnée, nos limites. C'est comme ça. On descend en étant tiré par une luge, puis on remonte grâce à un ballon gonflé d'air. Simple en apparence, mais chaque détail doit fonctionner parfaitement. À cette profondeur, aucune erreur n'est pas pardonnée. Audrey prend une dernière inspiration. Une inspiration immense, qui doit remplir ses poumons d'oxygène pour toute la plongée. Puis, elle s'allonge sur la luge. Le signal est donné. Le câble tremble et soudain, la luge file vers les profondeurs. Elle disparaît sous les yeux des plongeurs restés à la surface. Le chrono démarre. En quelques secondes, Audrey passe les 50 mètres, puis les 100. Les premiers mètres défilent à une vitesse impressionnante. Son corps s'alourdit, ses poumons se compriment, mais son esprit est entraîné pour rester calme. Les images montrent la luge glissant sur le bleu sombre, avalée par l'océan. Le silence est total, seulement troublé par le bruit sourd de l'eau qui siffle contre la luge. À la surface, l'équipe suit la descente grâce aux instruments. Les regards sont fixés sur le cadran, le souffle suspendu. Ils savent que dans moins de 2 minutes, Audrey sera à la profondeur la plus extrême jamais atteinte par une femme.
là où les personnes ne sont pas censées vivre. Tout repose sur un système fragile, un ballon, un câble et quelques plongeurs prêts à intervenir. Le chrono indique qu'Audrey approche les 171 mètres. Le monde retient son souffle. La suite va décider si ce jour restera comme un triomphe ou comme une tragédie. La luge ralentit enfin et s'arrête brutalement au point le plus bas, 171 mètres sous la surface. Un chiffre inimaginable que la plupart des humains, mais qui ne dure qu'un instant pour Audrey. À cette profondeur, il n'y a plus de bleu, seulement du noir, total et oppressant. La lampe, fixée sur la luge, éclaire un cercle étroit, révélant un câble métallique qui s'efforce dans le néant. Le plan est simple. Dès que la luge touche le fond, Audrey doit tirer sur une poignée qui libère le ballon de remonter. Un ballon gonflé d'air, comprimé, censé la propulser à toute vitesse vers la surface. Sur ce geste, d'une simplicité extrême, qui sépare la gloire de la mort. Audrey, concentrée, tend la main. Mais quelque chose cloche. La poignée résiste. Elle force, rien. Le ballon ne se libère pas. Le système semble bloqué. Le temps s'étire, les secondes deviennent des pièges. Dans le silence absolu, Audrey est seule, prisonnière à 171 mètres de profondeur. À la surface, l'équipe s'impatiente. Le câble tremble à peine, mais aucun signe de remontée. Le chrono tourne, 1 minute, puis 2. Ceux qui la connaissent comprennent que la plongée a immédiatement quelque chose qui ne va pas. Une ombre de panique se répand. Mais là-dessous, il n'y a pas de radio, pas de voix, pas d'appel possible. Audrey est piégée, et personne ne peut l'aider. Sous le haut, Audrey continue à lutter avec la poignée. Ses mains glissent, ses poumons brûlent, le manque d'air commence déjà à se faire sentir. Elle n'a plus que quelques secondes de lucidité avant que le dioxyde de carbone n'envahisse son corps. Ses yeux cherchent un repère, une lumière, une LED. Mais il n'y a rien, seulement l'immense pression de l'océan et ce maudit ballon qui refuse de s'ouvrir. Pendant ce temps, à la surface, la tension devient insoutenable. Normalement, Audrey aurait déjà dû réapparaître, portée par la vitesse fulgurante du ballon. Mais la mer reste calme, vide. On scrute la surface, on attend une gerbe de bulles, une ombre, un signe, rien. Un silence lourd s'installe autour du bateau. Les plongeurs de sécurité commencent à se préparer. Ils savent que chaque seconde compte, mais ils savent aussi qu'ils ne sont pas équipés pour descendre si bas. Personne ne peut atteindre 171 mètres de profondeur si rapidement. À cette profondeur, Audrey est livrée à elle-même. Et pendant que les regards s'échangent, une peur glaciale traverse l'équipage. Audrey est là, au fond, seule face à l'ennemi invisible, le temps. Le bateau est en ébullition. Les chronos affichent déjà bien trop longtemps pour une plongée no limite. Audrey aurait dû réapparaître depuis longtemps. Les regards deviennent fiévreux, les voix se pressent, mais sous cette tension, il y a un problème plus grave. L'organisation des secours est chaotique. Normalement, dans une plongée de ce type, plusieurs plongeurs de sécurité attendent à différentes profondeurs, prêts à intervenir. Ce jour-là, ils sont trop peu nombreux, mal répartis, et certains n'ont même pas d'expérience nécessaire pour défendre profondément. Personne n'est prêt pour une panne à 172 mètres de profondeur. Un plongeur de sécurité s'élance. Il descend, vite, mais il sait qu'il n'atteindra jamais Audrey. Son matériel n'est pas conçu pour ces profondeurs. Les autres hésitent, certains attendent des ordres, on perd des précieuses minutes dans la confusion. Sous l'eau, Audrey est toujours coincée. Elle a tenté encore et encore de tirer la poignée, mais le ballon est resté immobile. Ses poumons sont vides, son corps lutte, peu à peu, ses gestes ralentissent, la panique se transforme en une étrange torpeur. Son cerveau, privé d'oxygène, commence à s'éteindre. Chaque seconde est désormais un compte à rebours vers la tragédie. Enfin, après de longues minutes, un plongeur parvient à rejoindre Audrey. Mais il est déjà trop tard. Elle est inerte, son corps flottant à côté de la luge, ses yeux grands ouverts dans le vide. Le ballon, lui, n'a jamais été déclenché. Avec des gestes précipités, le plongeur tente de la ramener. Il s'accroche à elle, la hisse, mais la remontée est lente, laborieuse. Il faut gérer la profondeur, la décompression et surtout sa propre suivi. La panique gronde au bateau, les secondes se changent en éternité. Lorsqu'Audrey est enfin tirée vers la surface, plus de 8 longues minutes se sont écoulées depuis le début de sa descente. 8 minutes sans air, dans l'obscurité totale. On la hisse sur le pont, on tente tout pour la réanimer. Massage cardiaque,
oxygène, crie désespéré. Mais rien n'y fait, son cœur ne repartira jamais. Le rêve de Rocor s'est transformé en cauchemar. Ce qui devrait être une journée historique devient l'un des drames les plus marquants de l'histoire de la plongée en apnée. En Afrique du Sud, au début des années 90, au milieu des montagnes de la province de Northern Cape, il existe un endroit mystérieux, redouté par les plongeurs, le Bosmangat, ou Bushman Hole, un gouffre rempli d'eau douce, l'un des plus profonds du monde, atteignant plus de 280 mètres de profondeur. Un trou béant au milieu d'une plateau désertique. De l'extérieur, il ressemble à un simple étang, mais sous la surface se cache une cathédrale d'eau sombre, gigantesque, où la lumière disparaît après seulement quelques mètres. C'est ici qu'un jeune plongeur sud-africain, Eben Leyden, a décidé de repousser ses limites. Passionné par l'exploration, obsédé par les records, il veut descendre plus bas que la plupart de ses pairs n'ont jamais osé. Pour lui, cette grotte représente un défi, presque une obsession. Ce matin-là, l'eau est calme, le ciel dégagé. Eben enfile sa combinaison, prépare ses bouteilles. Autour de lui, quelques amis plongeurs expérimentés l'aident. Mais l'ambiance est tendue. Tout le monde sait que le Bosmangat est un piège. De nombreux plongeurs y ont trouvé la mort, séduits par son silence et engloutis par son immensité. Eben ne tremble pas. Il ajuste son masque, vérifie ses détendeurs et il se laisse glisser dans l'eau sombre. Très vite, les bulles disparaissent dans le silence. La surface s'éloigne, les premiers mètres sont paisibles, presque apaisants. Mais plus il descend, plus la lumière se fait rare. L'eau se teint en bleu profond, puis du noir. Chaque mètre avale un peu plus d'air, un peu plus de sécurité. Eben continue, attiré vers l'inconnu. À une centaine de mètres de profondeur, Eben sent déjà le poids de l'eau. Ses bouteilles sont lourdes, ses muscles sont tendus. Mais il garde son cap. La paroi rocheuse disparaît, laissant place à une immensité d'obscurité. C'est comme plonger dans un puits sans fond. Le vaisseau de sa lampe balade le vide, révélant de minuscules particules flottantes comme une poussière d'étoiles dans la nuit. Le silence est total. Son souffle résonne comme son casque amplifiant chaque seconde qui passe. C'est à la fois fascinant et terrifiant. Mais au loin, une forme apparaît. L'entrée d'une galerie latérale. Un tunnel noyé qui s'enfonce dans la roche. Eben s'en approche, attiré par la promesse de l'exploration. Mais il sait qu'il prend un risque immense. Ces galeries sont de véritables labyrinthes. Beaucoup de plongeurs s'y sont perdus, incapables de retrouver le câble de sécurité. Pourtant, l'appel est irrésistible. Il pénètre dans la cavité, l'espace se rétrécit, la roche se resserre autour de lui. Sa lampe éclaire un passage étroit, suffisant juste pour que son cœur et son bouteille passent. L'air se fait de plus en plus lourd, la pression plus écrasante. Et au fond de ce boyau, Eben comprend qu'il est peut-être trop engagé. Derrière lui, l'entrée a disparu dans l'ombre. Devant le passage, continue, mais la sortie n'est plus aussi évidente. À mesure qu'Eben progresse dans le tunnel, un malaise s'installe. La galerie est de plus en plus étroite qu'il ne l'imaginait. Sa lampe éclaire des parois rugueuses couvertes de sédiments. À chaque mouvement, de fines particules se soulèvent et troublent l'eau. Rapidement, la visibilité chute. Le faisceau lumineux se heurte à un nuage opaque. C'est comme plonger dans du brouillard. Eben respire plus vite. Son souffle, d'abord régulier, devient précipité. Le temps s'accélère, il se retourne, tente de retrouver l'entrée. Mais, derrière lui, ce n'est plus qu'un mur de particules impénétrable. Plus aucun repère. Le fil d'Ariane, ce câble de sécurité qui aurait dû le guider, n'est plus dans son champ de vision. Il tend la main, cherche un contact avec la roche, un signe de direction. Mais chaque geste ne fait qu'agiter encore plus de sentiments. Le noir se transforme en voile blanc épais. C'est l'un des cauchemars des profondeurs de grottes, être aveuglé par sa propre présence. Eben s'arrête quelques secondes. Il sait qu'il doit se calmer. Mais son cœur bat à toute vitesse. Son manomètre indique que l'air s'épuise de plus en plus vite qu'il ne devrait. À 120 mètres de profondeur sous terre, dans un boyau étroit, chaque seconde de panique réduit ses chances de survie. Il décide de reculer, de retrouver le chemin inverse, mais chaque tentative semble l'enfoncer davantage. Ses palmes effleurent la paroi, soulèvent encore plus de sédiments.
Il ne distingue plus le haut du bas. L'eau trouble a tout avalé. C'est un désordre total. Le souffle d'ébène résonne dans son casque comme un tambour affolé. Inspirez, expirez, inspirez. Mais l'air se raréfie. Le manomètre plonge vers une zone rouge. Il le regarde, incrédule. Le temps file trop vite. Son cerveau, privé d'oxygène, commence à se brouiller. Des idées incohérentes se mélangent. Sortir, rester, tout lâcher. Il heurte brutalement une roche avec son épaule. Un choc qui le ramène vite à la réalité. Ses doigts glissent sur la paroi, cherchent désespérément le câble de sécurité. Rien. Le silence est insoutenable. Puis, soudain, un bruit. Un déclic métallique. C'est son propre dentadeur qui grince, signe que la pression d'air est trop faible. L'angoisse se transforme en terreur pure. Eben comprend que la grotte, immense et mystérieuse, est devenue une prison. Une prison dont il est peut-être la clé. Eben continue de tourner dans le boyau, mais chaque mouvement lui coûte cher. Ses bras sont lourds, ses jambes répondent mal, l'air de sa bouteille s'amenuise à vue d'œil. Chaque inspiration est plus difficile que la précédente. Il se force à garder son calme, mais son cœur ne l'écoute pas. Ses muscles tremblent, sa poitrine se serre. Son faisceau lumineux faiblit, il ne distingue plus que des éclats sur la paroi. Le temple semble se distordre, quelques secondes paraissent durer des minutes. L'eau autour de lui devient son ennemi. Elle l'enveloppe, l'écrase, l'étouffe. À plusieurs reprises, il tente de se stabiliser, de réfléchir. Mais son esprit est embrumé. Il pense à regarder à la surface, à l'air libre, au soleil. Mais cette image s'éloigne comme un mirage. Ici, dans le noir absolu, il ne reste que la roche et le silence. Son corps réclame une remontée immédiate, mais il sait qu'il n'a aucune idée de la direction à prendre. Remonter au hasard serait pire encore. L'énergie qui lui reste s'épuise à chercher une issue qui n'existe peut-être pas. Soudain, un vertige violent le frappe. Son corps se met à flotter de travers, comme s'il n'avait plus de haut ni de bas. Sa lampe cogne contre une paroi et s'éteint brusquement. Le noir total l'engloutit. Eben tend les bras dans toutes les directions. Il cherche un contact, un indice, une sortie. Mais ses gestes deviennent désordonnés, frénétiques. Son souffle est désormais incontrôlable. Chaque bouffée d'air est une lutte. Le sifflement de son détendeur se fait régulier. Sinistre rappelle que l'oxygène est presque épuisé. Dans cette confusion, son esprit vacille. Il croit entendre des voix, des échos imaginaires. Ses yeux s'écarquillent, mais il ne voit rien. Les images de ses proches surgissent, comme des éclats de mémoire avant la fin. Son corps s'agite encore quelques secondes, frappant les parois, mais l'énergie s'effondre. Ses mouvements ralentissent, son souffle devient un râle étouffé. Dans l'obscurité absolue du Bosmangat, Eben est en train de perdre le combat. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie 2 vidéos par jour sur la plongée. Donc si vous aimez les vidéos d'histoire de plongée, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Merci. En mer du Nord, à bord d'un navire de plongée, Topaz. L'ambiance est calme. L'équipage effectue une mission de maintenance sous-marine à plus de 100 mètres de profondeur. Pour les plongeurs de saturation, c'est presque de la routine. Inspection, réparation des conduites, remplacement des pièces. Mais sous la surface, rien n'est jamais anodin. Ce jour-là, c'est au tour de Chris, 32 ans, de plongée. Plongeur britannique, expérimenté, il travaille avec 2 collègues, Duncan et David. Tous 3 vivent depuis des semaines dans une chambre pressurisée sur le navire afin de s'adapter à la profondeur extrême. Ils descendent grâce à une cloche de plongée reliée par un ombilical qui leur fournit de l'air, chaleur et communication. Chris connaît parfaitement les risques, mais il est confiant. La mission semble simple, les conditions météo stables et l'équipe soudée. Avant de descendre, il plaisante même avec ses collègues. Personne ne se doute qu'il va bientôt vivre l'un des drames les plus terrifiants que jamais personne n'a enregistré dans l'histoire de la plongée professionnelle. La cloche de plongée s'ouvre à 100 mètres de profondeur. L'eau est noire, glaciale, à peine 4 degrés. Chris et David sortent de l'eau pour rejoindre la structure métallique qu'ils doivent réparer. Pendant que Duncan, lui, reste à bord de la cloche pour surveiller et gérer les ombilicaux. Le travail commence normalement.
Le faisceau des lampes perce l'obscurité, révélant des tuyaux massifs. Chris avance prudemment, son cordon ombilical relié à la cloche comme une ligne de vie. Il respire fort, mais régulier. Chaque geste est méthodique. Mais soudain, tout bascule. Le navire à la surface perd son système de positionnement dynamique à cause d'une panne électrique. En quelques secondes, le bateau dérive et avec lui, les cordons ombilicaux se dentent violemment. Chris sent une traction brutale qui le déséquilibre. Il lutte pour rester en place, mais la force est trop forte. Son cordon se coince, puis se brise. Dans l'obscurité glaciale, Chris vient d'être coupé de sa ligne de vie. Plus d'air, plus de chaleur, plus de communication. À 100 mètres sous la mer, il est désormais seul. D'un coup, tout est silence. Plus de voix dans son casque, plus de souffle régulier dans ses poumons. Le cordon, son lien vital, est rompu. Dans la nuit noire du fond marin, Chris flotte, désorienté. Son seul espoir, la petite bouteille d'oxygène d'urgence fixée à son dos. Mais elle ne contient que quelques minutes d'air, 5 ou 6 minutes tout au plus. Son cœur s'emballe, la mer du Nord est glaciale. Sans chauffage, dans sa combinaison, le froid commence à pénétrer de son corps. Sa lampe faiblit, il regarde autour de lui, le faisceau ne montre que des structures métalliques et des ombres inquiétantes. Pas de coéquipier, pas de cordon. À la surface, c'est la panique. Les superviseurs comprennent que Chris est coupé. Ils ordonnent immédiatement à Duncan et David de le retrouver. Mais le navire continue de dériver. Les plongeurs sont tiraillés, littéralement, par leurs cordons tendus au maximum. Rejoindre Chris, perdu dans l'obscurité, révèle presque de l'impossible. Pendant son temps, Chris serre les dents. Il sait que chaque inspiration l'amène plus près du vide. Il se dit qu'il doit bouger, trouver un repère, se rapprocher de la structure. Peut-être se mettre en hauteur pour être repéré. Mais le temps s'écoule trop vite. Son souffle se fait court, haletant. Il entend le sifflement désespéré de sa petite bouteille d'urgence. L'aiguille du manomètre plonge vers 0. Dans sa tête, une seule pensée tourne en boucle. Ils ne viendront pas à temps. Le froid engourdit ses bras, ses jambes. Son corps devient lourd. Ses gestes perdent toute précision. Sa lampe tremble dans sa main, éclairant par moments le sol sablonneux et par moments la structure métallique, comme une prison sans sortie. À la surface, l'équipe tente de repositionner le navire, mais chaque seconde semble interminable. David se prépare à descendre vers lui. Mais en bas, Chris sent déjà l'eau se refermer. L'air s'épuise, son cerveau s'embrume, les premiers signes d'hypoxie apparaissent. Vertige, hallucination, un voile noir qui envahit sa vision. Et puis, soudain, le silence total. Sa bouteille est vide, ses poumons brûlent. Sa main lâche la lampe, dans les abysses, Chris Lemon sombre, inconscient, seul au fond de la mer du Nord. Dans la cloche, Duncan et David comprennent qu'ils n'ont plus le choix. Malgré les câbles tendus, malgré la dérive du navire, ils doivent tenter de retrouver Chris. Chaque seconde est une éternité. À 100 mètres de profondeur, l'air d'urgence ne dure que quelques minutes. Ils savent qu'il est probablement déjà trop tard. Mais ils refusent d'abandonner. David quitte la cloche et se dirige vers la structure. Son faisceau balaye les ténèbres, mais l'eau est trouble, la visibilité faible, il avance centimètre par centimètre, scrutant le moindre reflet. Le temps passe, son cœur bat tout à l'heure. Puis, soudain, une lueur. C'est une lampe, posée au sol, encore allumée. Juste à côté, il distingue une silhouette immobile, c'est Chris. Il est couché au fond, son corps, sans réaction, la tête légèrement penchée sur le côté. Son cordon pend, arraché. Le choc est immense. Il est là, mais tout semble terminé. David se précipite, attrape son collègue et tente de le hisser. Le corps est lourd, inerte, le temps de réaction est critique. À la surface, tout le monde retient son souffle. Ont-ils retrouvé Chris trop tard? David lutte pour amener Chris vers la cloche. Pour chaque mètre est une bataille. Le poids, la profondeur, la tension du cordon, tout ralentit la progression. Quand enfin il parvient à l'intérieur, Duncan les aide à tirer le corps. Il pose Chris immobile dans la cloche métallique. Il n'y a aucun signe de vie. Pas de mouvement, pas de souffle, rien. Son visage est pâle, sa peau est glaciale. Cela fait déjà plus de 20 minutes qu'il a perdu son air. Notamment, aucun humain ne survit sans aucun oxygène. Les deux plongeurs se regardent, abattus. Pour eux, c'est fini. Mais malgré tout, ils commencent à tenter l'impossible. Massage cardiaque, bouche à bouche, dans cette cloque étroite et pressurisée. Chaque geste semble vain, mais c'est la seule chose qu'ils peuvent faire.
Le silence est brisé seulement par les efforts désespérés. À la surface, la nouvelle tombe. Chris est remonté, mais il ne respire plus. On se prépare déjà à annoncer la tragédie. Pour ce que personne n'imagine encore, c'est le miracle qui est en marche. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez savoir la suite de ce qui est arrivé à Chris, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, je publie 2 vidéos sur la plongée tous les jours. En février 2014, en Norvège, le froid mordant recouvre la vallée de Plura. Au cœur de cette région isolée se trouve une entrée discrète, un petit lac gelé à peine visible dans le paysage. Mais sous cette eau glacée s'ouvre un réseau de grottes inondées parmi les plus longues et les plus profondes d'Europe. Des tunnels étroits, sombres, qui s'enfoncent à des dizaines de kilomètres dans la montagne. Un véritable labyrinthe fascinant mais terriblement dangereux. Ce jour-là, un groupe de 5 plongeurs finlandais, passionnés d'exploration extrême, décide de tenter l'impossible. Traverser la grotte de Plura jusqu'à sa sortie de l'autre côté de la montagne. C'est une plongée de plusieurs heures dans des conditions hostiles où chaque détail compte. Ces hommes sont parmi les plus expérimentés au monde, équipés de recycleurs sophistiqués, capables de gérer de longues immersions. Ils s'enfoncent sous la glace, un par un, leurs lampes percent l'obscurité, galerie étroite aux parois lisses. L'eau est à 2 degrés, le silence total. Les bulles s'échappent lentement de leur machine, résonnant comme un écho dans la pierre. Au début, tout se déroule comme prévu. Les 5 silhouettes progressent lentement, suivant le fil de sécurité déroulé le long du tunnel. Mais plus ils avancent, plus les boyaux se rétrécissent. Les bouteilles frottent contre la roche, les recycleurs peinent à passer. Les mètres s'accumulent, la tension monte. Et bientôt, la grotte va se transformer en piège mortel. Le groupe avance depuis plus d'1 heure quand il atteint la section redoutée, un boyau étroit surnommé la restriction. Les plongeurs doivent passer un par un en inclinant leurs bouteilles, parfois en se glissant presque à côté. L'eau glacée rend chaque mouvement plus difficile, les doigts s'engourdissent, la visibilité au départ claire se trouble à cause du sédiment soulevé par les palmes. Le premier plongeur franchit le passage. Le deuxième aussi, non sans mal. Mais quand vient le tour de Jari, quelque chose se complique. Son équipement se coince contre la roche. Il force, tente de se dégager. Derrière lui, Patrick, un autre membre du groupe, éclaire avec sa lampe et voit son ami lutter. L'espace est si serré qu'il ne peut pas l'aider directement. Jari s'agite, tire, pousse, mais l'effort est énorme. Son rythme respiratoire s'accélère. Dans une grotte aussi profonde, avec un recycleur, la panique est le pire ennemi. Le temps joue contre lui. En quelques instants, la situation dégénère. Le sédiment soulevé par les mouvements de Jari plonge le passage dans une obscurité totale. Plus aucun repère. Ses gestes deviennent désordonnés, ses bras frappent la roche, le souffle s'emballe, et soudain, le silence. Patrick comprend. Jari vient de perdre connaissance. Son corps est coincé dans l'étroit boyau. À cette profondeur, aucune manœuvre de secours rapide n'est possible. Derrière, les autres plongeurs s'arrêtent, incapables de franchir l'obstacle. Ils assistent impuissants, dans le noir, à la tragédie qui se déroule à quelques mètres. Quelques instants plus tard, un deuxième plongeur, Diver, tente de manœuvrer pour l'aider. Mais lui aussi est frappé par la panique, désorienté par le passage étroit. Ses mouvements sont confus, sa respiration trop rapide, ses coéquipiers le voient disparaître dans le nuage de particules. Pluie, puis rien. 2 hommes viennent de mourir dans le boyau glacé. Le groupe n'est plus que 3. Patrick, en tête, réalise que continuer est suicidaire, mais reculer est presque aussi dangereux. Ils sont bloqués loin de la sortie, entourés par 2 corps coincés dans le passage. Le choc est immense. La décision doit être prise vite. Sauver sa propre vie ou tenter l'impossible et risquer de rester coincé à son tour. Après quelques secondes d'hésitation, Patrick comprend qu'il s'attend davantage, tout le monde mourira. Avec ses 2 compagnons restants, il parvient à trouver un chemin pour reculer et quitter la restriction. Le retour est interminable. L'eau est glaciale, les esprits en panique, mais finalement, après des heures de lutte, ils atteignent la sortie et l'autre côté de la grotte. Exténués, traumatisés, ils comprennent qu'ils viennent de vivre l'une des pires tragédies de plongée souterraine en Europe. 2 de leurs amis sont restés piégés dans le boyau à jamais. Quand Patrick et ses 2 compagnons finissent par sortir de la grotte, ils sont hagards, transis, effrois et traumatisés. Le ciel norvégien est gris, la neige recouvre la vallée. À la surface, l'équipe de soutien attend, inquiète du retard. En voyant les 3 survivants émerger sans les 2 autres, le silence tombe immédiatement. Les visages sont marqués par l'effroi, Patrick, épuisé, peine à trouver les mots. Ils expliquent
que Jarry et Kai n'ont pas survécu, coincés dans le boyau. Les plongeurs de surface comprennent vite. À cette profondeur et dans ces conditions, il est impossible de tenter une récupération immédiate. Les corps resteront au fond, du moins pour un temps. La nouvelle se répand vite dans la communauté des plongeurs. La Plura Cave Diving Accident choque le monde entier. Mais sur place, les survivants doivent affronter une autre réalité. Ils sont vivants, mais ils portent la culpabilité d'avoir laissé 2 amis derrière. Très vite, un dilemme s'impose. Faut-il tenter de récupérer les corps ou les laisser reposer dans la grotte? Les autorités norvégiennes hésitent. Descendre à plus de 100 mètres de profondeur dans un boyau étroit, où 2 plongeurs ont déjà trouvé la mort, c'est risquer d'autres vies. Les experts parlent d'une exploration presque impossible. Mais pour les familles et pour les survivants, il est inconcevable de les abandonner. Patrick lui-même insiste. Il veut participer à la récupération, même si cela signifie replonger dans le cauchemar. Les débats durent des semaines. Finalement, un plan est établi. En mars 2014, une équipe spéciale de plongeurs de la police norvégienne, avec l'aide de Patrick, se prépare à descendre. L'opération est d'une précision extrême. Chaque mouvement doit être calculé, chaque passage sécurisé. Ils savent que le moindre faux pas peut se transformer la mission en une nouvelle tragédie. Et un matin glacial, les plongeurs replongent dans la grotte de Plura, là où les 2 hommes sont toujours prisonniers. Le 23 juin 2018, dans la province de Chiang Rai, au nord de la Thaïlande, 12 garçons âgés de 11 à 16 ans, membres d'une équipe de football locale, appelée les Wilbur, décident de partir explorer une grotte après un entraînement. Avec eux, leur jeune entraîneur de 25 ans, Ekapon. Pour eux, ce n'est pas une première. La grotte de Tham Luang est un lieu d'aventure connu de la région. Ils pensent y passer seulement 1 ou 2 heures, le temps de s'amuser, puis de rentrer avant la nuit. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le mousson s'approche. Alors qu'ils s'avancent dans les galeries, la pluie se met à tomber au-dessus de la montagne. Rapidement, l'eau s'infiltre dans les cavités et les tunnels derrière eux commencent à se remplir. En quelques dizaines de minutes, leur chemin de sortie est submergé. Quand les familles viennent les chercher plus tard dans la soirée, le terrain est déjà inondé. Les vélos des enfants sont retrouvés à l'entrée de la grotte, mais à l'intérieur, plus aucune trace. Les 13 explorateurs sont désormais coincés dans les entrailles de la montagne, avec des passages noyés entre eau et l'air libre. Très vite, l'alerte est donnée. Les secours locaux se rendent sur place, mais ils comprennent immédiatement l'ampleur du problème. Les galeries de Tham Luang s'étendent sur plusieurs kilomètres avec des passages étroits, des siphons et des zones totalement inondées. Les enfants peuvent être n'importe où. Les premières tentatives échouent. Les sauveteurs avancent de quelques centaines de mètres avant d'être bloqués par l'eau boueuse et le courant. La visibilité est nulle, l'eau glaciale. On ne voit plus que quelques centimètres devant soi. La nouvelle se répand très vite dans tout le pays. Les parents se rassemblent devant l'entrée de la grotte, priant jour et nuit. Le gouvernement thaïlandais fait appel à des experts du monde entier. Des plongeurs britanniques spécialisés dans les grottes, des militaires américains, des ingénieurs, des médecins. En quelques jours, le site devient le centre d'une opération internationale. Mais une question reste suspendue. Les enfants sont-ils encore vivants? Et si oui, comment les atteindre? Les jours passent et l'angoisse monte. Les familles n'ont aucune nouvelle. Dans le monde entier, les chaînes d'information montrent les images d'entrée de la grotte, transformées en véritable camp militaire. Après 9 jours de recherche acharnée, 2 plongeurs britanniques, parmi les meilleurs au monde, John Vaulenten et Rick, parviennent à s'aventurer plus profondément que quiconque à ce jour-là. L'eau est trouble, le courant est fort, mais ils progressent. Puis, soudain, après un long boyau noyé, ils émergent dans une poche d'air. Là, dans l'obscurité totale, leurs ampoules relèvent une scène incroyable. Les 12 enfants et leurs entraîneurs sont vivants. Affaiblis, maigres, tremblants de froid, mais ils respirent encore. Le plus jeune, à peine 11 ans, s'accroche à son camarade. Les garçons n'ont ni nourriture, ni lumière, mais ils ont survécu en buvant l'eau qui ruisselait des parois. La vidéo de la découverte fait immédiatement le tour du monde. On entend John dire d'une voix calme « How many of you? Surgeon? Bryant ?» Les enfants sont là, mais le soulagement est de courte durée, car les sauver sera une autre histoire, et peut-être la plus difficile opération de sauvetage jamais tentée. Les experts, réunis sur place, comprennent vite l'ampleur du défi. Les enfants sont plusieurs kilomètres à l'intérieur de la montagne, derrière des galeries totalement inondées. Pour les atteindre, les plongeurs doivent passer par des boyaux si étroits qu'il faut parfois enlever des bouteilles d'oxygène pour se faufiler. Même les plongeurs les plus expérimentés en ressortent épuisés et terrifiés.
Alors comment ramener des enfants qui ne savent même pas nager dans ces conditions? Certains proposent de forer un puits depuis la surface, mais la montagne est trop dure. D'autres veulent attendre la fin de la mousson, mais cela signifierait laisser les enfants coincés des mois entiers sous terre, sans certitude qu'ils survivent. Pendant ce temps, l'eau continue de monter, menaçant de noyer la poche d'air où les enfants survivent. Chaque heure compte. Les sauveteurs savent qu'ils doivent agir au plus vite, mais aucun plan ne semble réaliste. À ce moment-là, le monde entier retient son souffle. Une seule question obsède les familles et les secouristes. Comment sauver 13 vies coincées dans les entrailles de la Terre? Face à l'urgence, une solution finit par émerger. Elle paraît folle, presque suicidaire. Les plongeurs britanniques, épaulés par les Thaïlandais, proposent d'endormir les enfants dans un sédatif pour les faire plonger inconscients. L'idée paraît insensée, les enfants seraient placés dans une combinaison équipée d'un masque étanche, puis tirés à travers les boyaux inondés, inconscients, incapables de paniquer. C'est un médecin australien, Richard Harris, spécialiste de la plongée, qui accepte cette lourde responsabilité. Chaque enfant recevra une injection avant de partir. Le moindre problème, une fuite d'air, un masque déplacé, signifierait la mort. Mais il n'existe aucune autre option. Le plan choque, beaucoup doutent qu'il soit possible de ramener 13 personnes de cette manière. Mais le temps presse, les pluies de mousson approchent et pourraient remplir entièrement la grotte. Alors malgré la peur, l'opération est validée. Le 8 juillet 2018, à l'aube, les premiers plongeurs se préparent. L'atmosphère est électrique, lourde de tension. À l'intérieur de la grotte, les garçons sont alignés, calmes mais effrayés. L'entraîneur leur parle doucement, les rassure. L'un après l'autre, ils reçoivent le sédatif. Le premier enfant est équipé, masque, combinaison, bouteille. Puis, les plongeurs entament le trajet interminable. Plusieurs heures à ramper, nager, tirer doucement le corps inconscient de l'enfant à travers des passages inondés et étroits. Chaque minute est une lutte. Les plongeurs savent qu'ils ne portent littéralement la vie du garçon entre leurs mains. À la surface, les familles et les médias du monde entier attendent, suspendus aux nouvelles. Après plusieurs heures, leur radio décrypte, un enfant est sorti. Un cri de joie retentit devant la grotte. L'opération la plus risquée de l'histoire vient de commencer et elle fonctionne. Mais il reste encore 12 vies à sauver. Si vous voulez la suite de cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à aller regarder mes autres vidéos. Je publie une histoire de plongée par jour.